Alors je suis en direct avec Titouan Le Grix. Alors Enchanté. enchanté. Écoute, ceux qui sont dans le monde de l'athlétisme te connaissent bien. Ceux qui ne sont pas trop dans ce monde-là ne savent pas forcément qui tu es. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton palmarès Bah, moi je suis Titouan Le Gris, j'ai 23 ans, je fais de l'athlétisme depuis 7 ans je pense. Avant je faisais du foot comme la plupart des jeunes. comme Jimmy Gressier, Exactement comme Jimmy Gressier. que tu dois connaître, j'imagine, non? Parce Ouais, que- que je connais personnellement. Très très gentil, très abordable, très humble. Donc c'est top. Et bah, moi j'étais champion de France en salle sur le 1500 mètres élite là en mars 2026. D'accord, Et donc du coup, tout c'est récent quoi. C'est exactement, vraiment, très récent. Et donc j'ai participé au championnat du monde en salle où je me suis qualifié pour mes premiers championnats du monde pour la finale. waouh. J'ai fini 9ème de la finale, donc bon, un tout petit peu déçu. Après, c'était mes premiers, j'étais le plus jeune. J'avais le pire temps désengagé, mais bon, c'est pas une excuse. Enfin, neuvième quand même d'un championnat du monde, c'est pas, Ouais, c'est ça. pas rien Non, quoi. non, c'est sûr. Et puis, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Ouais, bien sûr. C'était en salle. Ouais, c'est ça, en c'était en salle, salle. à Toruń en Pologne. D'accord, Du coup, 2 semaines après les championnats de France, donc toujours en mars 2026. d'accord. Donc ça c'était top, un peu plus, enfin un peu moins récemment, j'ai été vice-champion du monde universitaire aussi sur 1500 mètres. Et, Sur 1500 ou ouais, 1000 sur 1500 1500, mètres, oui, voilà, ouais, ouais, pardon. exactement. Et ensuite, voilà, j'ai des records sur 1500 mètres en 3,32, 5000 mètres en 13,28, sur le mile en 3,51, si ça parlait des gens, je pense que ça Ah parle bah un peu déjà, moins. je pense que pour ceux qui connaissent, en dessous des 4 minutes, c'est déjà Ouais, une barre symbolique. 3,51 en salle, c'est la deuxième meilleure performance française de tous les temps, derrière Zinab. D'accord. Et, Waouh. et voilà, après 28-20 sur le 10 km, ça parlera sûrement à plus de personnes. Oui, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de Et, coureurs qui sont sur du 10, effectivement. Exactement. Déjà sous les 30 minutes, c'est déjà une marque Ouais. que beaucoup aimeraient faire. Sous les 29, on passe à autre chose. Ouais. Et en plus, j'étais parti un peu trop vite sur mon 10 km parce que je passe 13,59 à la mi-course. En plus, je fais 28-20. Après, c'était un parcours qui n'était pas forcément plat. C'était à Houille et ils ont refait le parcours. C'est assez vallonné maintenant. Enfin, on prend 3 fois une bosse. D'accord, Bon, après, ouais. cette année, je pense que je vais me préparer un peu plus pour essayer de faire moins de 28 sûr et peut-être 27-40. J'aimerais bien accrocher 27-40. D'accord. Par rapport à tes entraînements, c'est faisable, Ouais, je pense, exactement. ouais. Je fais entre 160 et 170 km par semaine. Donc, je suis quand même un gros borner parce qu'en Oui. fait, j'ai fait mes 4 années d'études aux États-Unis. Et D'accord. c'est vachement à l'américaine, c'est vachement les bornes. Donc au début, ça m'a quand même pris 2 ans à assimiler. Mais là, depuis du coup les 2 dernières années, enfin 3 ans, les 3 dernières années, parce que maintenant j'y retourne, vu que j'ai eu la chance de signer un contrat professionnel avec New Balance, D'accord. de retourner aux États-Unis, j'ai la chance de retourner aux États-Unis, de continuer à m'entraîner avec mon coach. Tu as aimé la mentalité américaine des entraînements? Parce que je crois c'est Baptiste Cartiot qui est Exactement, parti. lui il est parti, c'est un très bon ami à moi parce qu'on a fait notre première sélection en équipe de France en junior ensemble. D'accord. Sur 3000 mètres steeple. À la base, j'étais un steepler et c'est lui qui m'avait aussi beaucoup demandé des conseils et parce qu'il voulait partir et du coup il a pris le pas et il est parti là cette année. Donc, D'accord, ouais. plus tard que moi parce que moi ça fait déjà 5 ans que j'y suis. Mais ouais, je pense que alors après c'est à double tranchant. Je pense qu'il faut bien savoir où on va, bien discuter avec les entraîneurs et bien être entouré parce que c'est pas juste le rêve américain comme ça. Moi j'ai eu la chance de tomber sur un très bon entraîneur, un très bon groupe d'entraînement. Géographiquement être très bien placé, il fait ni trop chaud ni trop froid. Donc voilà, c'est pas forcément juste tu pars aux États-Unis et tu vas exploser tous tes chronos. Non, Ouais, c'est bien le sûr. malheur. Ouais. Et parce que là, du coup, tu as ton entraîneur aux États-Unis, mais j'imagine que tu es dans un club français avec ça, un entraîneur déjà. En fait, je suis dans un club français à Montpellier. D'accord. Et j'étais entraîné par Gilles Garcia, un entraîneur assez connu de Montpellier. Alors j'ai été aussi entraîné par Gilles C'est vrai à une époque, ouais. J'étais Ah, au extraordinaire. Montpellier, Montpellier athlétisme Méditerranée. et puis au Ouais. MUC aussi. Et Ouais, au effectivement, Gilles, qui nous a quittés. Il y a un peu moins de 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans maintenant. Pardon. Voilà, et qui s'occupait des jeunes, je crois, au Pôle Il France. s'occupait des jeunes, exactement. Il avait un pôle France dans lequel j'étais. Et après, là, sur ces dernières années, il avait un peu moins d'athlètes parce que il était déjà un peu malade. Donc voilà, depuis qu'il est parti récemment, j'ai pas forcément besoin de le remplacer. Je me vois pas forcément le remplacer vu que j'ai mon entraîneur en plus aux États-Unis avec qui ça se passe très bien. Ouais. J'ai mon club qui est là, qui m'aide. Qui sont là à ma disposition si j'ai besoin, mais franchement ça se passe assez bien. Et mon coach est pas américain, il est espagnol, donc il fait aussi des allers-retours en Europe comme moi, donc D'accord. ça me permet de pas forcément être tout le temps à distance. Et puis vu que pour l'instant je continue un peu à retourner
aux États-Unis. Mais ça se passe très bien, j'ai une très très bonne relation avec mon coach. Il n'y a pas trop de barrière de la langue Bah, là-bas non, alors c'est sûr au début, oui, quand je suis parti aux États-Unis, l'anglais c'est. Parce qu'on voyait pareil Baptiste au début quand il Ouais. arrive, parce qu'il documente beaucoup Ouais. sur son Sa site, chaîne YouTube. sa chaîne, qui est très suivie d'ailleurs, je crois, Ouais, Ciblo. 70 000 abonnés. quelque chose Ouais, comme ouais, ça, ouais, donc il est très suivi effectivement, et on a vu effectivement quand il arrivait qu'il maîtrisait pas, Ouais, et après bah, il s'est ouais, fait. C'est ça, ben, moi c'était pareil pendant 2 ans, je maîtrisais pas forcément. Mais après. Ah bah alors Voilà. Jean-Jacques, il est très fier d'être avec Bah, c'est moi toi qui parce suis que fier. non, enfin là on est des univers différents. Moi c'est vieux et j'ai jamais fait des chronos comme toi. Bah, attends, quand même 29 minutes sur le tour, alors que moi j'ai fait que 24. Oui, enfin bon. À 20 ans Oui. près, c'est moi qui perdais sur le tour. Hein. Mais voilà, donc tu parlais de ton expérience aux États-Unis. Tu es dans quelle université alors du coup? Alors du coup j'étais, parce que maintenant je suis plus étudiant là-bas, j'étais à Wingate University en Caroline du Nord. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, C'est la côte est. ouais, côte Est, vraiment entre New York et Miami, tu D'accord. tires un peu au milieu et c'est la Caroline du Nord et c'est D'accord. Charlotte. En général, quand on pense université américaine, on pense à toujours des superbes infrastructures. Ouais. Ouais. des- Bah, c'est ça l'avantage comparé à la France, c'est qu'on va dire en France on a l'INSEP qui est une très bonne infrastructure, après pas mal de crêpes mais c'est assez compliqué d'y rentrer quand on est plus âgé parce que c'est surtout pour les jeunes. Et donc l'avantage de partir aux États-Unis, c'est que tu as des infrastructures de l'équivalence de l'INSEP mais partout dans les États-Unis quoi. Oui, mais comme les universités sont très chères, ils ont des moyens Exactement, considérables. ouais. Bah, c'est ça parce que c'est 50 000 € pour moi à l'année, sauf si du coup tu es bon en sport et tu arrives à décrocher une bourse complète, ce que j'ai réussi à faire, et donc ça te permet de t'entraîner et de ne pas avoir à payer tous ces frais-là. Et en fait, la mentalité américaine est vachement basée sur le sport et la réussite dans le sport, et c'est pour ça que pas mal de parents veulent que leurs enfants fassent du sport parce qu'ils savent que c'est une occasion en or déjà de gagner de l'argent, mais d'avoir des études gratuites et tout ça, et c'est non négligeable. Ou alors faut être très Bien bon à sûr. l'école. Bien Moi sûr, j'ai pris le choix d'être très bon en sport. Bien sûr, ouais. Mais je pense que quand même les critères pour être admis dans ces universités en tant que. Faut avoir déjà des chronos. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est très chronométrique. Hein. C'est vraiment, il y a des minima ou des temps à atteindre, et si tu les as pas, bah, tu perds, on va dire, 10%, 20%, 50% de la bourse. Donc tu partiras quand même avec une bourse, mais qui peuvent être moins conséquentes. Et après, disons que même si tu as une bourse à 50%, en tant que Français, payer 4 ans 25 000 € par an dans une université, c'est quand même. À la fin, ça fait 100 000 € quoi. Donc je pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent se permettre ça, donc c'est sûr que. C'est énorme, ouais. Mais après, il y a des universités pour tout le monde. Il y a des très bonnes universités, il y en a des un peu moins importantes, donc où tu as plus de chances d'avoir de bourses. C'est sûr que si tu veux aller dans la meilleure université américaine, bon bah si tu fais pas des chronos en moins de, je sais pas moi, 13-40, ouais, ça va être compliqué d'y aller. Ouais, bien sûr, ouais. 5 000. Bien sûr. Est-ce qu'ils se basaient uniquement sur des références chronométriques pour prendre des athlètes? Parce que j'imagine que ça vient un peu du monde entier. Ouais, c'est ça, mais ouais, parce qu'en fait, on va dire que le chrono c'est une valeur assurée plutôt que des podiums ou des places même en championnat de. Je dis n'importe quoi, championnat d'Espagne, les Américains ils vont pas connaître la rivalité ou les gens qui y avaient, donc ça leur parle moins, donc ça va vraiment être en termes chronométriques. Ouais. D'accord. Après, tu as l'avantage aussi que si tu performes énormément aux États-Unis dans ton université, ta bourse peut s'améliorer au fil des années ou diminuer justement si tu fais que te blesser et que. Enfin, c'est pas ton choix d'ailleurs si tu te blesses, mais ça peut aussi. Après, c'est du business quoi, donc. Forcément ils investissent énormément d'argent pour toi, donc ils veulent que tu performes, ou alors ils en investissent très peu, et du coup si tu performes, bah, ils veulent pas te perdre, donc ils vont rajouter de l'argent sur ta bourse. Donc voilà, non, c'était une expérience géniale. Ouais, j'imagine. Ouais. Je le conseille à tout le monde. Après c'est sûr que c'est dur, tu es loin de ta famille, loin de tes amis, c'est un cap à prendre, et tu sais pas la même langue, comme tu disais, la barrière de la langue. Ouais, bien sûr, oui, ça peut jouer. Tu as eu des bons partenaires d'entraînement du coup? Ouais, c'est ça. Des Ouais, gens de ton niveau ou... Ouais, exactement. Bah, surtout quand j'y suis allé, j'avais un bon niveau, mais j'étais pas au niveau que j'ai aujourd'hui, que j'ai atteint aujourd'hui, mais des super partenaires d'entraînement, mais surtout des copains pour la vie, parce que c'est des gens avec qui tu manges, tu dors, tu vis, donc c'est bien plus que juste des coéquipiers ou des partenaires de club comme on a ici en France. C'est Ouais, bien vraiment. sûr, ouais. Si vous partagez le même logement? Ouais, en fait c'est des logements universitaires, donc tu peux être, ça dépend, 4 ou 8 par logement. Et donc en général la première année tu es un peu avec des gens au pif, mais après les
3 prochaines années, c'est toi qui décides avec qui tu veux vivre. Et donc tu as la chance de partager avec tes amis et c'est top. Bon, des fois c'est pas bien rangé du coup, mais au moins c'est top, c'est super convivial quoi. Il faut imaginer une colocation avec 8 potes quand t'es l'auberge espagnole. Exactement, quand t'as 20 ans, c'est un peu le rêve quoi. T'as rien à payer, t'as pas la... donc ça c'est top. Ah oui, parce que donc vous aviez accès au self. Exactement, t'as accès au self, donc tu peux manger à ta guise et puis t'as pas de frais. Si t'es en bourse complète, t'as pas de frais à payer, donc c'est top. Ouais, non, c'est des conditions optimales. Ouais, pour la performance, ouais. Puis les cours là-bas, c'est quand même plus facile aussi qu'en France. Il y a un peu plus de devoirs peut-être qu'en France, mais tu vois, il y a 2 à 3 heures de cours par jour, donc ça laisse pas mal de temps pour faire du sport et tout. Donc c'est quel type d'études justement tu suivais là-bas? Moi j'ai fait des études de sport management parce que de base j'aimerais bien être agent sportif, ou en tout cas travailler dans le sport. J'ai toujours été très passionné par le sport, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui sur un événement comme ça. Oui, mais d'ailleurs là on va revenir aussi là-dessus. Juste avant, une question par rapport au fait que tu es athlète, tu vas représenter une université, mais j'imagine que dans les championnats, tu ne peux pas compter en étant étranger. Mais eux, c'est quoi? C'est de la visibilité pour eux, le fait que tu cours sous leur couleur? Ouais, c'est ça, parce que là-bas, c'est les championnats universitaires. Courir sous le maillot de l'université, c'est vraiment pour eux un prestige, pour les Américains. Pour les Européens un peu moins de base, mais quand tu arrives là-bas et que tu comprends, tu t'imprègnes un peu de la culture, tu te rends compte que ça veut vraiment dire quelque chose de porter ce maillot-là et tu as une certaine responsabilité en quelque sorte. Donc non, et puis c'est un championnat qui est vachement compétitif. Parce que du coup c'est bien plus grand, c'est tous les États-Unis, si tu arrives jusqu'aux championnats nationaux. Mais même sur les petits championnats, donc ça veut dire les conférences, donc on va dire juste à peu près ton état, c'est des championnats qui sont très disputés, où vraiment les coachs ils te font des discours qu'on a déjà vu partout sur internet, qui sont très motivants, qui te mettent les larmes aux yeux vraiment avant le championnat, et ça c'est top. Enfin, j'ai mes parents aussi qui ont eu la chance de venir voir sur ma dernière année le dernier championnat, et c'était quelque chose je pense qu'ils s'en rendaient pas compte, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, ils ont adoré. Il y a vraiment quelque chose autour de ça, du sport. Ouais, du sport, de l'esprit d'équipe. J'ai vraiment appris, je sais pas si on va trop comprendre, mais c'est ton anniversaire, toi tu nous le diras avant, on aurait mis une petite musique, oh là là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Émile. Joyeux anniversaire! Yeah! Ouais, donc super intéressant. Allez, happy hour! On y va! Vous êtes tous invités par tout le monde, en tout cas bravo. J'ai un peu vécu c'est pas grave ça. Voilà, t'as en Angleterre. Ah, c'est à peu près pareil. Voilà, juste tu parlais de t'as regardé discours comme combien ça, t'avais mis motivants pour les athlètes. On peut l'applaudir quand même, 37 minutes en s'étant trompé. Voilà, parce qu'il s'est juste un petit peu trompé sur le parcours. Bravo à toi. Voilà, c'est vrai que maintenant, récupération. on n'a peut-être pas toujours en Et c'est dommage, c'est parce que c'est ça. Non, en tout cas, ils vont pas tarder à arriver. Enfin, c'est déjà compliqué, mais implémenter un peu plus en France on va voir ce sport d'équipe et de vraiment courir pour le maillot. Alors, je sais qu'en dans les interclubs, là, tu vois, je les ai fait, je trouve que ça n'a rien à voir avec on va essayer de vraiment courir pour le maillot et avoir vraiment pour se dépasser, pour aller au sang dans la bouche pour ce maillot, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est incomparable. Génial. Et là, on va revenir justement. Donc là, on est quand même sur le duel des Baou, l'Ultimate Man. Et donc hier, tu étais sur le parcours, sur le 4 tours. Ouais. Et alors, pourquoi tu es venu faire cette épreuve-là aujourd'hui, enfin hier donc? Parce que toi, on te voit comme athlète, on se dit voilà, il faut pas qu'il aille trop se disperser sur des terrains qui peuvent. Non, c'est sûr. Après, j'ai essayé de pas trop prendre de risques, mais en fait, j'ai la chance en tant qu'athlète professionnel d'avoir un partenaire qui est Midas, qu'on voit ici, derrière la caméra, un super partenaire qui me prête une voiture, et donc c'était un peu le deal aussi, mais c'était une envie que j'avais de venir voir. Comme j'ai dit, je suis passionné par le sport, j'adore cet environnement, le trail. Je trouve que c'est hyper convivial, même si l'athlétisme est aussi très convivial, mais c'est un peu moins, il y avait un peu moins ce côté performance et plus des rencontres, et franchement j'ai adoré. Après j'aurais adoré faire l'Ultimate en lui-même. Bien sûr, je suis en saison, là on est en plein mois de juin, donc j'ai une compétition mercredi, et puis samedi encore à Nice pour le meeting Nikaya.
Et donc voilà, j'allais pas faire déjà 4 tours, je pense que ça a été assez, je me suis tordu les chevilles pas mal de fois, donc j'ai les périoles qui sont déjà bien tendues. Mais comment tu as vécu du coup cette expérience-là, ces 4 tours, ça t'a plu? Ouais, bah limite un peu frustrant de s'arrêter qu'à 4 tours, mais non, une expérience énorme, j'adore cette responsabilité que tu as de gérer les forces, c'est quelque chose qu'on a en athlétisme mais pas sur une durée aussi intense et j'adore ça, et puis même le fait de s'alimenter, enfin c'est des trucs tout cons hein, mais moi dès que je cours c'est 1h30, donc il n'y a pas ce truc de prendre des barres. Pour moi c'est un peu comme prendre un petit goûter à chaque fois que tu finis de courir. En général, les plus longues séances, toi, à l'entraînement, ça dure combien de temps? Tu disais 1h30. Ouais, après, ouais, exactement. Moi, comme je te disais, je fais beaucoup de kilomètres, entre 60 et 170 km par semaine. Et je fais quelque chose qui est assez récent, qui s'appelle le double seuil. Oui. Donc, c'est 2 séances par jour. C'est un peu Ingebrigtsen. Exactement, c'est la méthode, parce que mon entraîneur s'inspire vachement de la méthode Ingebrigtsen. Donc, on va dire c'est 2 séances par jour. Donc, le matin, ça va être, on va dire, 12 fois 1000, ou 6 fois 2000, ou 4 fois 3000, ou 3 fois 4000. D'accord, tu dois être autour des 85%. Ouais, exactement. Bah, ce matin, c'était à peu près ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est entre 3-0 et 3-10, on va dire. Avec des récup assez pincés, de 1 minute 30, ça dépend de la distance. Et ensuite, l'après-midi, quelque chose de juste physiologiquement, en footing, tu as combien là? Ouais, ça, je sais pas exactement comme Jimmy Gressier, même si avec papa, on a fait le test et je pense que à 3,20, 3,25, je pense que je suis assez à l'aise pour te dire. Je sais pas si on imagine 18 km/h, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est sûr. Après, maintenant il y a les chaussures, ça change aussi vachement. Déjà, si je mets les chaussures avec lesquelles vous courriez avant, c'est pas, je pense pas 80 choses. Là, il catalogue comme des dinosaures, il a raison. Hein. C'est vrai que ça a été une révolution. Les mousses, la mousse, c'est surtout la mousse qui change plus que le carbone, parce que le carbone, enfin déjà moi je m'entraîne jamais avec carbone parce que je déteste. Parce que j'aime bien avoir justement travailler un peu pas à la dure mais sans carbone, comme ça dès que le jour J, dès que tu en mets, t'as l'impression d'avoir un petit truc en plus. Et voilà, du coup pour revenir sur la séance l'après-midi, ça va être une séance assez rapide. Donc en général j'ai parfois 400, très pensé de 30 secondes et un petit peu plus rapide le matin, donc on va dire à l'allure de 50 à 2,55 au kilomètre. Donc ça reste assez modéré en général, c'est la séance qui est assez simple, sauf que celui qui a pas mal de fatigue le matin, c'est pas si simple que ça. Se dépasser encore plus. Mais c'est vrai qu'on comprend bien l'idée du double seuil, le fait de l'après-midi se rajouter cette fatigue-là. Tu sens que c'est efficace? Ouais, alors c'est très efficace, mais je vais vous faire un petit peu aparté par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que juste faire du double seuil, ça va faire progresser. Je pense que déjà c'est très important de le faire pendant tout le temps, c'est pas parce qu'on en fait 3 que ça va changer. Moi ça m'a pris 2 ans, comme je te disais, avant que ça marche, et surtout c'est important de le faire bien. C'est-à-dire que juste le faire pour le faire et toutes les séances cramées, ça servira à rien, tu vas juste créer de la fatigue et ne pas travailler dans les zones, parce qu'en fait, après c'est peut-être un peu trop technique, mais travailler dans ces zones-là, c'est les zones qui vont te faire assimiler ton acide lactique à cette vitesse, enfin le temps périphérique que d'accès, du coup, à fur et à mesure de le faire, tu t'y habitues et tu deviens de plus en plus fort à cette vitesse-là. Sauf que si justement toutes les séances tu les fais trop vite, et au final t'as quasiment pas travaillé sur ton acide lactique, ça sert à rien. Bravo. Donc voilà, faut juste faire attention de bien le faire. C'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir un coach et qui me dit exactement quoi faire, à quelle allure. Du coup, est-ce que là-bas vous faites la prise de lactate pour savoir un peu sur les séances? Un petit peu. Après moi je suis pas trop accroché là-dessus parce que ça peut varier tellement selon les gens, selon la fatigue. Ça peut varier tellement. J'en fais un petit peu, mais pas trop. Et quand j'en fais en général, moi je sais pas moi qui regarde les chiffres, c'est plus mon coach. Et ça, le partage, on parlait de partage. Je sais que si tu peux le faire, parce que ça coûte assez cher d'ailleurs. Si tu peux le faire, c'est bien, tu arrives à plus contrôler ce que tu fais et tout ça, donc c'est chouette. Ça coûte cher. C'est pas les bandelettes, ça a un prix. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas ton niveau, ça n'a pas un intérêt? Ouais, c'est ça, parce qu'après essayer de contrôler dans les zones, moi je suis
avec la coach, on est plus sur un contrôle d'effort, de sensation, plus que les mathématiques vont nous dire. C'est-à-dire que peut-être que des fois je vais être un peu trop, mais je suis tellement en forme que en fait je me sens bien à ces allures cardiaques, peut-être plus rester sur des allures, sans bien sûr aller dans l'extrême. Mais voilà, et puis à l'inverse, en plus, j'ai des récupérations, se piquer, essuyer, prendre le lactate en 30 secondes, déjà c'est très chaud. Sur les 400 mètres, à la limite, c'est un peu plus simple, mais bon, ça reste pareil, ça reste presque impossible. Voilà, ouais, donc Titouan, on voit que quand même, même aux États-Unis, ils ont quand même apparemment des bonnes méthodes aussi. C'est ça. Après, c'est pas tout le monde qui fait ça aux États-Unis, même si maintenant c'est quand même pas mal répandu dans des universités. Ouais. Mais après, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de méthode magique. Je pense que chaque athlète est différent. Puis je l'ai vu dans l'université dans laquelle je suis, il y a 40 athlètes. Il y en a pour qui ça marche, on va dire il y en a 20 pour qui ça marche et il y en a 20 pour qui ça marchera pas. Et la méthode européenne avec plus de qualité, moins de quantité, peut-être que ça marchera mieux pour eux. Donc je pense que c'est important aussi de savoir qui on est, se jauger, ce qui marche pour nous, ce qui marche pas. Moi j'ai essayé pas mal de méthodes avant, tu vois, je te disais, je suis arrivé là pendant 2 ans, ça marchait pas, je faisais que des contre-performances. Je me souviens de dire à mes parents peut-être que je voulais rentrer en France, que je voulais arrêter, que ça marchait pas. Puis au final je me suis accroché, ça marche. Je dis pas que tout le monde devrait s'accrocher, que ça va marcher, mais voilà, faut juste trouver un peu ce qui te fait plaisir aussi à l'entraînement, parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours de faire, je sais pas moi, 170 km. Après j'ai de la chance, maintenant j'ai un sponsor et on va dire que j'ai que ça à faire de ma vie. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Ouais, bien sûr. C'est bien de l'entendre, hein, parce qu'on a toujours l'impression que pour les athlètes élites comme toi, on a des qualités naturelles et puis que c'est assez facile et que bon après dans les championnats, dans les séries, c'est souvent tactique et on se dit qu'on on n'est pas toujours obligé d'être à 3,32 sur une course. Mais après ça c'est de l'expérience de course qui vient avec justement avec de l'expérience, avec courir, et c'est aussi de la lucidité. Donc c'est sûr que si c'est un peu moins rapide, t'as aussi un peu plus de lucidité, on va dire, mais c'est sûr que je veux pas dire que ce qu'on fait c'est super dur, hein. Moi je me lève pas à 5h du mat pour aller sur les chantiers, mais c'est quand même pas un truc qui est facile tous les jours. Enfin là tu vois, je veux dire, là cette semaine je vais enchaîner 2 courses, ça va être vachement de pression mentale, voilà, c'est pas facile tous les jours. Après bien sûr il y a pire, c'est ma passion et c'est ce que j'adore faire, mais voilà, c'est pas facile tous les jours, et surtout on va dire quand tu es en période de compétition, c'est vachement de stress, vachement de pression, vachement d'attente aussi maintenant qu'on est bien pas mal médiatisé sur les réseaux sociaux et tout. C'est dur aussi de se mettre en tête que des gens ils attendent un résultat et que dès que tu performes pas directement, tu passes d'une catégorie à l'autre, quoi. Et ça c'est compliqué après. Et tu arrives à le gérer, ça, tu arrives à... J'essaie de pas trop y penser, j'ai de la chance d'être vachement bien entouré par mes parents, par mes amis, ma famille, mon coach et tout, donc je pense à autre chose complètement par rapport que ça, mais je sais qu'il y a pas mal de mes copains qui sont aussi athlètes qui me disent mais comment tu arrives à pas stresser et tout. En fait je stresse, c'est juste que j'y pense pas forcément parce que je sais que si j'y pense ça sera pas bénéfique pour moi, quoi. Oui. Donc voilà, on a on a effectivement 28 tours. Je sais pas exactement, 28 tours. Là ils sont dans la 27e heure, effectivement. C'est stratosphérique. Ah non, 27e tour. Ouais. Là il va avoir un peu plus de 9 minutes pour récupérer. C'est ça, ouais. Il a l'air encore assez frais, que ce soit musculairement. C'est vrai que c'est impressionnant. Impressionnant sur une boucle. Est-ce que tu disais que peut-être ça te plairait un jour de faire ce genre de choses? Est-ce que quand tu penses que tu auras terminé ta carrière, enfin tout ce que tu auras pu faire vraiment dans tes rêves par rapport au 1500, par rapport à tout ça, tu te vois basculer sur du trail parce que tu vois, Jimmy Gressier, on le voit à un moment donné, il se met un petit peu vers Font-Romeu à aller sur les sentiers, à s'amuser. Et est-ce que tu voudrais suivre une sorte de logique 1500, puis semi, puis marathon, puis passer au trail ou... Je pense que j'aurais des regrets si je vais jamais sur la route. Mais avec mon père, on a toujours été très passionnés de trail. Enfin, surtout lui, c'est lui qui m'a mis là-dedans et il a toujours fait plus du trail que de la piste. Enfin, il a jamais fait de piste d'ailleurs. D'accord, beaucoup de route maintenant. Mais du coup, j'ai toujours eu ce goût pour le trail. Et je pense que, j'ai toujours dit en rigolant qu'un jour je gagnerais l'UTMB. Mais
Et je pense que ouais, j'aimerais beaucoup sur mon après-carrière. Sûrement, je pense que je passerai sur la route parce que c'est un peu, on va dire, un passage obligatoire et je pense que j'aurais des regrets. Ce serait dommage peut-être avec les qualités que tu as de pied, de vitesse. Je pense que c'est un peu, voilà, la piste on l'a fait jusqu'à un certain âge parce qu'après on ne peut plus trop travailler la vitesse. Même si sur la route, sur des longues distances, la vitesse est moins importante et c'est plus de la résistance. Et je pense que sur l'ultra, tu peux continuer à être, on le voit avec les athlètes qui sont ici, à performer en étant très âgé. Et je pense que c'est même plus simple en étant plus âgé parce que tu as plus d'expérience de ton corps et tout ça, de la nutrition, de tout. Donc ouais, et puis juste plus de dépassement de soi et ouais, des challenges, tu vois, avec mes parents ou avec mon papa, de faire l'UTMB ou des trucs. Parce que ton papa a déjà fait des épreuves comme l'UTMB ou... Il a fait pas mal d'Ironman de base, il faisait du triathlon. Et puis ensuite il a fait le marathon du Mont Blanc et pas mal de trail. Après il est plus sur du trail court que sur de l'ultra. Et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'ultra parce que j'aime bien, je trouve que c'est vraiment une aventure humaine quoi. C'est une aventure, ouais. Je pense que le piège peut-être, sans doute pour beaucoup d'athlètes, surtout de bon niveau, c'est de se dire, parce qu'on a eu à un moment donné Duncan Perilla qui était parti très très vite sur l'UTMB et en fait c'est d'autres qualités qui sont en jeu. Non, c'est sûr, et je pense que c'est ça qui serait un peu plus dur, c'est que peut-être que ce soit plus une aventure humaine et moins de la performance, mais après c'est aussi je sais pas quand est-ce que ça sera, mais d'ici 20 ans, peut-être que j'en aurai aussi moins envie de courir à 20 ans derrière la performance. Déjà que sur la piste, c'est quoi? C'est une course par semaine, 1 à 2 courses par semaine pendant 10-15 ans. Après, sur la route, des prépas marathon, voilà, c'est vraiment que la performance parce qu'il n'y a que le chrono qui compte. Que peut-être que quand je serai arrivé sur des ultras, ce qui me fera plus plaisir, c'est de partager ça avec mes parents, sur les ravitaux avec mes potes, je sais pas, et vraiment plus de finir et de me dire voilà, j'ai fait un UTMB plus que. Alors après c'est sûr, en tant que compétiteur. Voilà, j'allais dire quand on est compétiteur comme toi. Il y aura toujours cette petite arrière-pensée, mais je pense que ce serait moins dur sur moi-même si je gagne pas l'UTMB et que je finis que 70e, qui est déjà une perf extraordinaire. Ah bah ce serait déjà extraordinaire parce que. Bien sûr. Et là il y a le deuxième qui est On là. a Ayoub là qui est. Je sais pas s'il est arrivé. Non, mais enfin. Ah oui, ça doit être le deuxième. Alors oui, effectivement, c'est Axel, je crois, un Bordelais. Et Titouan, c'est un nom breton, dis-moi, non? Ouais, mais en fait, c'est parce que mes parents aimaient beaucoup Titouan Lamazou, qui était un marin. Ah oui, bien sûr, oui. Et du coup, c'est. Oui, il est connu. Voilà, mais moi, je suis niçois de base aussi, c'est pour ça. D'accord, ok. D'accord. Supporter de l'OGC Nice, niçois de base. Et je suis né à Nice. Et après, avec mes parents, on a bougé à Montpellier à l'âge de mes 5 ans. D'accord, et tu étais à quel club à Montpellier? Parce que tu parlais de Gilles, qu'on a eu comme entraîneur en commun. Au MAM, donc le nom MA2M, Montpellier Athlétique Méditerranée. Ah oui, parce qu'après, effectivement, ça a un peu fusionné. Il y avait. C'était le MUC. Voilà, exactement. Il y a eu le Montpellier Athlétisme, je sais pas si. Après, je crois que c'était juste le MA et après, c'était devenu le MA2M. Donc voilà, c'est un super club et c'était top. Ouais, c'est vrai que l'environnement est chouette. Je crois que c'est Kevin Mayer qui était sur Montpellier. Je sais pas s'il est toujours. Ouais, il est toujours avec. Il y a en tête d'affiche, on va dire, il y a Kevin Mayer, Renel Lamotte sur 800 mètres. Donc voilà, là en plus aux interclubs, on était en N1A et on est monté en Elite B. D'accord. On était descendu il y a quelques années, mais là c'est un peu plus cadré, c'est un peu mieux, on va dire. On monte petit à petit. D'ici peut-être 2-3 ans, on sera en Elite A, j'espère. Mais non, c'est chouette. D'accord. J'ai la piste qui est pas très loin de la maison et c'est une super piste. Ouais, c'est vrai que la piste de Montpellier est très chouette. En fait, en plus, elle a été refaite, oui, exact. Ouais. C'est vrai que c'est super là pour s'entraîner sur Montpellier, très chouette. Et tu parlais d'interclubs, mais aux États-Unis ils ont des interclubs comme ça Non, du coup il n'y a pas de club pour le coup aux États-Unis. C'est ça qui est dur, c'est que quand tu sors du système collège, soit on dit aux États-Unis, soit tu turn pro, soit tu arrêtes en gros. Donc soit tu deviens professionnel, soit ils arrêtent. Et c'est un peu la vérité avec plein de copains que j'ai eu là-bas. C'est très compliqué en fait. Donc il y a ces périodes, on va dire au collège, lycée et université où tu as vraiment ce sport qui est mis en valeur. Et après tout ça, c'est soit tu deviens professionnel vraiment, soit il n'y a pas grand chose à faire et tu rentres dans le monde du travail, ce qui n'est pas non plus aussi une mauvaise chose, c'est juste que c'est des choix de vie. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant, ça c'est intéressant. D'accord. Et après, sur ce qui est objectif, donc qu'est-ce que tu envisages de faire là dans les
dans les semaines, mois qui arrivent. Enfin, tu parlais du Nikaya, donc là on est vraiment sur du meeting où on va chercher un chrono, je pense, plus que la victoire. Parce que... Après moi je cours vachement derrière la victoire et c'est ça en général qui m'apporte un chrono parce que courir derrière le temps c'est toujours très dur parce que on a toujours des ambitions qui sont à la limite du raisonnable on va dire, donc c'est souvent dur de courir derrière le temps parce que tu vas jamais être dans les bons temps de passage ou un tout petit peu trop lent, tu vas jamais être plus rapide à moins que tu te sois vraiment on va dire on va plus trop s'entendre. Là on a Ayoub qui est le 3e encore en course et qui normalement, je sais pas s'il va gagner ce duel des Baous, mais il doit lui rester une boucle. Mais en tout cas voilà, bravo Ayoub. Il reste une boucle à gagner. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais, et du coup moi je cours plus derrière la victoire que derrière le temps. D'accord. C'est ma façon de faire. Alors courir derrière la victoire, ça peut être paradoxal de dire une victoire va forcément entraîner un temps parce que on repense par exemple à Jimmy là qui gagne son 10 000. Finalement pas dans c'est hyper tactique. Et ben exactement c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait ma rentrée à Bydgoszcz en Pologne. Il y a 2 semaines et ça a été une course très tactique. J'ai fini 4e en plus, donc j'ai pas forcément gagné, je m'étais mal placé à la corde. Enfin bref, à parté, j'ai pas forcément très bien couru et au final ça a couru très tactique parce qu'on a couru 3,38, donc très loin des chronos que j'envisage. Donc voilà, à Marseille ça va peut-être plus de courir, en tout cas d'avoir le temps en tête, ça veut dire que si la course est trop tactique, je prendrai la course à mon compte. Mais c'est sûr que le chrono va compter sur ces prochaines courses pour, je l'espère, après pouvoir courir au meeting de Paris, à la Diamond League de Paris. Ah d'accord, donc tu peux... Alors comment on rentre en tant qu'athlète dans des meetings comme ça, parce que le Diamond League c'est hyper réputé. C'est sur invitation, c'est sur chrono. C'est par rapport à ton World Ranking, donc ton classement mondial et tes chronos vraiment. Donc voilà, après c'est les dirigeants ou les organisateurs du plateau qui décident s'ils te prennent ou pas. Donc c'est au bon vouloir de chacun en soi, c'est pas forcément le meilleur qui rentre. En général ils font ça, mais les très bons ils vont, mais des fois après ça peut se jouer des fois. Ça dépend aussi aux affinités avec les agents. C'est les agents sportifs qui décident vachement quoi. Là on a on part sur la 28e. Exactement, c'est ça, tu as tout à fait raison. Il y a Axel derrière qui a 6 tours de retard qui peut potentiellement, si elle s'arrête après ce tour, c'est ça. Je pense qu'il va se passer. Exactement, je pense qu'il va juste assurer sa victoire et s'arrêter là parce que ça se voit qu'il en a. Je pense que là il a eu sa dose. Après 27 heures. Bien sûr. Donc, Diamond League, tu avais déjà vécu des Diamond League non, c'est ou pour pas ça tout? que ça serait ma première. Sur Paris alors. Sur Paris, en plus, ce sera assez symbolique en tant que Français sur Paris. Et donc j'aimerais beaucoup. C'est le 28 juin. 28 juin, on va suivre ça alors. Et en général, les réponses, tu peux les avoir jusqu'à 2 jours avant la course. Ça se fait vraiment à la dernière minute des fois. Ça doit pas être simple en tant qu'athlète de se dire je me prépare, mais je sais pas si je vais être pris pour l'épreuve. Déjà pour la préparation physique, mais aussi pour la préparation mentale. Parce que sur des courses comme ça, là tu vois, pour la course de mercredi ou même la course de samedi à Nikaya, c'est déjà une approche mentale où tu commences à y penser doucement et tu l'as dans un coin de la tête. Bien sûr, Tu parles d'approche mentale, c'est intéressant parce que il y a beaucoup maintenant qui ont recours à la préparation mentale. Je pense qu'à l'INSEP, ils ont dû l'intégrer. Est-ce que toi, tu as recours à de la prépa mentale? J'en ai eu à un moment donné, mais malheureusement, j'ai du mal à des fois pas faire confiance, mais j'ai du mal à croire qu'une personne qui n'est pas dans mon cas comprenne vraiment ou vraiment me comprenne, surtout que quand ça allait pas avec moi et du coup je me disais mais elle peut pas comprendre vraiment par quoi je passe, donc moi j'ai eu du mal avec ça, mais en fait je pense que je fais de l'auto-travail mental avec moi-même et puis maintenant, comme je disais, avec tellement d'expérience, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir comment approcher les courses ou comment en tout cas ne pas les approcher pour pas faire de contre-performance. Après voilà, c'est vraiment
toi, tu sens en tout cas, tu n'en as pas forcément besoin. Est-ce que tu as un entourage Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un entourage qui est tellement top avec moi, voilà, ouais, qui me donne confiance et en qui j'ai confiance que, voilà, sur les courses, quand j'ai, on va dire, si j'ai mes parents, ma copine, mon coach et mes amis, on va dire que j'ai un peu. Même quand j'ai pas ces personnes-là, j'ai appris à courir tout seul, on va dire. D'accord, ouais. Donc peut-être que d'ici là, j'en aurai recours, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas recours. Après, je pense que ça dépend vachement aussi des gens. C'est pas une règle fixée. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut t'aider, surtout si tu sais pas vraiment comment faire. Moi, je sais exactement. Je suis comme une horloge, que je sais à quel moment je dois faire quoi. Je dois prendre ma banane. Tu rentres dans ta bulle, tu as ton protocole, tu sais. Je mets ma musique. Voilà, bien je sûr. fais quelle gamme avant ma course. Tout est calé. Tout est robotique, quoi. Et ça m'a pris du temps à l'assimiler, je comprends, à apprendre. Mais tu sais ce qui marche en tout cas pour toi, tu sais ce qui fonctionne. J'arrive même à le voir avant les courses, les gens qui sont pas forcément bien mentalement parce que soit ils font pas forcément des trucs qu'ils ont l'habitude, ou alors ils te demandent qu'est-ce que toi tu fais pour le faire pareil. Et tu vois, sur des courses très importantes, du coup ça montre aussi peut-être un manque de confiance en sa préparation, ou alors un manque de... Ah ouais, c'est étonnant d'entendre ça de ta part, parce que j'imagine que ceux que tu côtoies, c'est quand même des athlètes de très bon niveau. Mais justement, en fait, il y a vachement un jeu... un jeu dans la tête qui se passe avant les courses pour essayer soit de rentrer dans la tête de ses adversaires ou inversement. Moi, je me rappelle très bien de l'Espagnol avant la course au championnat du monde qui vraiment faisait ça. Il allait parler à tout le monde. Moi, au début, j'avais même pas compris qu'il voulait vraiment rentrer dans nos têtes, mais je pensais juste qu'il était un peu starbé et qu'il était un peu cool. Mais voilà, tu vois, il voulait parler à tout le monde et tout. Alors que c'est le moment où tu es dans la chambre d'appel, tout le monde est vraiment concentré, il n'y a pas un bruit. Limite, tu entends les Il n'y a pas de règle justement par rapport à ça, par rapport au fait de dire non, on ne doit pas perturber. Non, je pense pas. Après, ça fait partie du jeu un peu. Il y en a, tu vois, qui ils faisaient chier un peu aux gens. Du coup, les mecs, ils leur disaient vas-y, en gros, va là-bas. Mais tu vois, rien qu'en disant vas-y, va là-bas, le mec, il est un peu rentré dans ta tête, quoi, parce que ça veut dire qu'il t'a un peu dérangé dans ta préparation et tout ça, quoi. Donc, mais ça t'influence pas. C'est ton papa peut-être. C'est mon papa exactement, mais il me dit qu'on va y aller puisqu'on est. Le papa, effectivement, je pense que. Enchanté. Moi, j'étais ravi d'interviewer Titouan parce que je pense qu'il est suivi par pas mal de monde. Ça y est, dans les réseaux, c'est vrai que ça a changé par rapport à notre génération. Ouais. Autant que tout le monde, et en tout cas, il est très accessible, très sympa. On va suivre tout ça, mais c'est parce que j'ai été bien éduqué, bien entouré. Et le papa coureur aussi, donc. Coureur qui a fait le 4 tours. Avec toi. Ouais. Et on a eu le même coach avec Titouan, Gilles Garcia, à une époque. Et voilà. Mais j'étais à Montpellier pendant une époque. J'ai été athlète à Montpellier et ça remonte à un moment. Pour Titouan, ça a été vraiment la personne qui l'a. Et Titouan me disait que toi aussi tu cours. Là, je t'ai vu sur les 4 boucles, mais je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Plus jeune que moi? Ah ouais? J'ai 51 mois. Ah on n'est pas loin alors. Et pas mal d'Ironman. Un peu de tout. Marathon du Mont Blanc. Saint-Élion, etc. Super. J'aime bien. Génial. Merci à tous les deux. J'étais ravi de faire votre connaissance. Et puis voilà, merci pour tout ça. Et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On va te suivre sur les réseaux. Merci. Et puis plein de bonnes choses et encore merci. Allez, bon retour. Bon retour. Merci.